Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. L'Iran est au cœur de cette édition, l'Iran au cœur des préoccupations en Israël surtout. L'on est loin d'être convaincu par les gestes d'ouverture de Téhéran. 2 semaines après le discours d'Hassan Rouhani devant l'Assemblée générale de l'ONU, nous allons tenter de comprendre si oui ou non les sanctions économiques sont un vrai moyen de pression sur le dossier du nucléaire. Qu'en est-il de la vie quotidienne des Iraniens? 2 spécialistes de l'Iran sont avec nous aujourd'hui, Michel Taubman, rédacteur en chef à i24 News, et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. On les retrouve dans quelques instants. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Un point d'abord sur ce qui fait l'actualité économique aujourd'hui. Et il y a du nouveau aux États-Unis, alors pas forcément sur les dossiers qui fâchent, la dette ou le budget, mais cette fois c'est officiel, une femme accédera pour la première fois à la tête de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Janet Yellen, 67 ans, va succéder à Ben Bernanke à partir du 1er février. Ainsi on a décidé Barack Obama. Janet Yellen était jusqu'ici vice-présidente du Conseil des gouverneurs. Elle a également dirigé par le passé la Banque fédérale de San Francisco. Alors première femme, première démocrate aussi depuis 25 ans. On s'attend à un maintien ou du moins à une continuité dans la politique monétaire de relance. La lutte contre le chômage devrait être l'une des priorités de celle qui est en passe de devenir l'une des femmes les plus influentes de la planète. Et pour savoir ce qu'en pensent les marchés, nous avons demandé l'avis d'un fin connaisseur, Ben Amoui, à l'écouter. Alors oui, donc Janet Yellen qui va être vraisemblablement nommée par Barack Obama. C'est d'abord, il faut savoir que c'est une personne qui est le digne successeur, si vous voulez, de Ben Bernanke. Elle a été son acolyte pendant quelques années. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Barack Obama n'avait pas tellement le choix, parce qu'il n'y avait plus d'autres prétendants depuis que M. Summers s'est retiré de la course. Bon, évidemment, Barack Obama apprécie Janet Yellen, donc c'est pas un choix par défaut. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça qui est intéressant, c'est que c'est la première femme qui va occuper ce poste, et c'est aussi la première démocrate depuis 25 ans qui va le faire. Qu'en disent les marchés, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les marchés pour l'instant ne disent rien. On a des taux qui restent complètement stables, pas de fort mouvement dans les marchés, et même au niveau, je dirais, du marché action, parce que là je vous parlais du marché taux, mais même marché action, il n'y a pas de forte amplitude attendue, parce que tout simplement, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec Ben Bernanke. Pas de changement grand au niveau de la ligne directive. Tout va rester pareil, et c'est juste la personne qui va changer, mais la politique monétaire va rester la même. Voilà, on rappelle que Janet Yellen était considérée comme la favorite pour diriger la Banque centrale américaine après le renoncement le mois dernier de Larry Summers. Et l'autre temps fort hier aux États-Unis, c'était la conférence de presse donnée par le président Obama à Washington à propos du blocage autour du vote du budget au Congrès et du relèvement du plafond de la dette. Aucun des deux camps, démocrates et républicains, ne semble vouloir reculer. Et plus que jamais, le shutdown du budget fédéral conditionne les discussions sur la dette. Alors dos au mur, le chef de la Maison-Blanche réclame un vote dans l'urgence pour éviter un défaut de paiement le 17 octobre. Si nous nous retrouvions en défaut de paiement, eh bien, selon de nombreux économistes et chefs d'entreprise, ce serait, je cite, fou, catastrophique, un chaos. Ce sont quelques-uns des mots les plus polis que j'ai entendus. Warren Buffett évoque une bombe nucléaire. Cela chahuterait les marchés et minerait la confiance du monde dans une Amérique vue comme la pierre angulaire de l'économie mondiale. Et en plus, cela augmenterait en permanence nos taux d'emprunt. Voilà, voter d'abord et négocier ensuite, un schéma qui ne plaît pas, on s'en doute, aux Républicains. Et puis c'est d'un semi-pessimisme dont a fait preuve le FMI hier en publiant ses prévisions de croissance mondiale pour le Fonds monétaire international. La reprise dans les pays dits avancés n'est pas suffisante pour compenser le ralentissement de nombreuses économies émergentes. Le FMI qui avertit des risques de récession aux États-Unis en cas de désaccord persistant sur le plafond de la dette. En attendant, la projection de croissance 2014 atteint 2,6% pour Washington, 7,6% pour la Chine. Enfin, la zone euro devrait tourner la page de la récession l'an prochain, mais devra se contenter d'une reprise molle, environ 1%. Au final, le PIB mondial devrait progresser de 2,9% cette année et de 3,6% l'an prochain.
8 ans durant, l'Iran nous a habitués aux litanies anti-israéliennes de Mahmoud Ahmadinejad, des discours belliqueux qui ajoutaient à l'avancement du programme nucléaire iranien, aux rapports inquiétants de l'AIEA et des agences de renseignement, ont poussé l'Occident à resserrer l'étau autour de l'économie iranienne. Alors les sanctions ont des effets, mais sont-elles dissuasives? Pour certains, le discours d'ouverture du nouveau président iranien à l'ONU en est la preuve. Alors avant de retrouver nos deux invités, Anthony Lesme nous présente l'état de santé de l'économie iranienne aujourd'hui. C'était le 24 septembre dernier. Le nouveau président iranien offrait un discours d'ouverture à la tribune de l'ONU. Certains pays s'en sont félicités en y voyant un succès des sanctions économiques. D'autres, comme Israël, ont prêché l'illusion. Quelques jours plus tard, à Téhéran, Hassan Rouhani demandait à nouveau un changement de politique. Nous disons depuis le début que nous ne cherchons pas des formules gagnant-perdant, nous cherchons du gagnant-gagnant. On peut gagner ensemble. Quand les sanctions seront levées, les deux côtés pourront gagner. Quand la confiance sera retrouvée, les deux parties gagneront. Si Rouhani souhaite un changement, c'est aussi parce que la situation économique iranienne s'est nettement détériorée ces 2 dernières années. À cause des sanctions, les exportations de pétrole iranien ont été divisées par 2 depuis 2011. Une perte sèche estimée à 40 milliards de dollars. Depuis 2010, la monnaie locale, le rial, a perdu 24% de sa valeur par rapport au dollar. L'inflation galope. Conséquence, la population iranienne est aux abois. Pour ce qui est des dégâts, l'inflation a rendu la vie très dure aux Iraniens, en particulier pour ceux de la classe moyenne, mais aussi dans les classes populaires et chez les plus pauvres. Reste que les pauvres obtiennent des allocations alors que la classe moyenne est frappée de plein fouet par le chômage qui atteint plus de 20% de la population active. Il n'y a plus d'investissement à l'intérieur de l'économie. J'ai lu ce matin dans les journaux qu'il y a 20% d'investissement en moins par rapport à l'année dernière. Et c'est particulièrement dommageable dans le secteur industriel. Les sanctions à l'égard de l'Iran regroupent plusieurs domaines. Au niveau bancaire, les fonds de la monnaie iranienne sont gelés à l'étranger et son usage est empêché dans les transactions avec le reste du monde. Excepté quelques pays comme la Turquie, l'Inde ou la Chine, qui évitent aussi les sanctions concernant le pétrole. La Chine, par exemple, elle achète son pétrole à moindre prix, en dessous des 90 $ le baril, alors que le Brent dépasse très souvent les 110 $. Un manque à gagner très important alors que 55% du PIB iranien repose sur l'exportation de l'or noir. Mais si l'économie iranienne est malade, c'est aussi parce que son système interne est éprouvé. On doit se souvenir que les sanctions ne sont pas le seul problème que l'Iran doit résoudre. Si vous regardez l'indice de liberté économique, je l'ai regardé l'autre jour, l'Iran est 168e. Cela veut dire que c'est presque le dernier pays. La Corée du Nord arrive juste après. Toute l'économie est contrôlée par le gouvernement, ses agences, ses gardiens de la révolution, toutes sortes d'agences caritatives appelées les bougnades. Cela veut dire que l'économie n'est pas développée. Si le système iranien semble peu décidé à se réformer de l'intérieur, les compagnies étrangères attendent elles avec impatience un assouplissement des sanctions. Selon Ynet, les firmes pétrolières américaines ont planifié une rencontre avec le ministre iranien du pétrole, Bijan Zanganeh, en marge du sommet de l'ONU. Rencontre non confirmée mais non démentie. Côté industriel, des entreprises comme Renault avaient dû interrompre en juillet dernier leur activité en Iran suite au durcissement des sanctions américaines. Elles n'attendent aujourd'hui qu'un feu vert pour conquérir un marché de 76 millions d'individus. Mais que souhaite réellement l'Iran? Jusqu'où peut-il s'ouvrir? Ce que veut Khamenei, c'est de garder tout le pouvoir, obtenir la bombe et ouvrir un petit peu l'économie, pas totalement ouverte. Donc le jeu iranien va consister à progresser graduellement. Aussi, les gens veulent des réformes, mais le pouvoir est effrayé à l'idée d'aller trop vite, car tout peut s'effondrer comme au temps de Gorbatchev. Ils ont peur du syndrome Gorbatchev, particulièrement Khamenei. Ironie de la conjoncture, l'Iran peut prendre quelques libertés si elle le souhaite, car le shutdown américain a mis au chômage technique ses agents de contrôle des sanctions iraniennes. Reste que le rapprochement irano-américain a déjà eu une conséquence économique, la stabilisation du rial face au dollar.
Voilà, et on le sait, ce rapprochement inquiète le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, qui appelle à la vigilance et au maintien des sanctions jusqu'au démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Alors en attendant, on l'a vu, c'est l'inflation et la chute des exportations de pétrole qui sont sans doute les conséquences les plus visibles de ces sanctions. Nous accueillons sur ce plateau Michel Taubman, rédacteur en chef ici à 24 News. Bienvenue à vous, vous êtes spécialiste de l'Iran et vous avez écrit pas mal de livres sur la question. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et nous sommes aussi en liaison depuis Paris avec Thierry Coville. Il est avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, docteur en sciences économiques et spécialiste vous aussi de l'Iran. Alors je me tourne vers vous pour la première question. Quand on regarde l'Iran, on a quand même affaire à un régime fondamentaliste qui continue à mobiliser malgré les sanctions une immense partie de ses ressources, de sa recherche au service d'un programme nucléaire qui reste quand même obscur et au risque de mettre en péril son avenir économique. Comment expliquer cette logique économique si on veut parler d'une logique? Si vous voulez, il faut bien voir que le programme nucléaire, c'est un choix stratégique. Donc, la question que vous posez, en fait, pourrait s'adresser à tous les pays qui ont développé un programme nucléaire civil ou militaire. Mais sans investir autant d'énergie, autant de moyens en comparaison. Comment sans investir peut-être autant de ressources et autant de recherche. Oui, mais si vous voulez, c'est un choix stratégique. Là, on est face à des calculs stratégiques. Bon, ils considèrent que l'option de développer un programme militaire valait le coup, si vous voulez. Ça, c'est un bon. Et d'autre part, comme vous l'avez dit, on n'a pas d'informations sur le coût réel, mais je pense que ce dont vous parlez, c'est le cas de tous les pays. D'autre part, il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup dans le cas de l'Iran, c'est que l'argument qui est avancé que dire que c'est un pays qui possède beaucoup de pétrole et de gaz ne devrait pas s'orienter vers le nucléaire, c'est faux dans le sens que leur stratégie, c'est de diversifier justement les ressources en énergie pour économiser le pétrole qu'ils utilisent de plus en plus pour produire de l'électricité et pour consacrer le pétrole à l'exportation. Donc il y a une certaine rationalité économique à développer un programme nucléaire civil. Ouais, donc là, vous évoquiez le point de vue, l'argument de Binyamin Netanyahou. Je me tourne vers vous, Michel Taubman. Même question, comment expliquer cette part d'irrationnel dans la gestion des ressources de l'Iran? Écoutez, on se trouve face à l'Iran un peu comme face au Cuba de Fidel Castro, de Raúl Castro. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les sanctions extérieures qui pèsent sur l'économie du pays, mais c'est d'abord le régime politique et idéologique lui-même qui est la cause principale des problèmes économiques du pays. Je m'explique. Lénine disait que le socialisme, c'était les soviets plus l'électricité. On pourrait dire que l'islamisme iranien, c'est le Coran plus le pétrole. C'est ça qui dicte la politique économique. Oui, ce qui dicte la politique économique du pays, c'est un mélange d'islamisme, c'est-à-dire qu'il y a des principes islamiques que moi je ne discute pas d'un point de vue religieux, mais qui sont appliqués à l'économie. Par exemple, un certain nombre de secteurs de l'économie appartiennent à des fondations religieuses. Et les religieux, sauf mon respect, ne seront pas forcément les mieux placés pour gérer l'économie. Et deuxièmement, on a aussi appliqué des principes socialistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en 1979, l'idéologie qui guidait Khomeini et ses amis était un mélange de marxisme et d'islamisme. Et donc on a étatisé l'économie. Alors c'est une économie étatisée. Par exemple, le pétrole est géré par un ministère du pétrole. Économie étatisée pour des raisons idéologiques, renforcée par la guerre Iran-Irak qui a obligé, comme dans toute situation de guerre, à centraliser l'économie. Et donc on a un mélange d'étatisme qui a, même si après la guerre Iran-Irak, le président Rafsanjani, lorsqu'il était président, puis son successeur Khatami ont essayé de libéraliser un peu l'économie, mais il y a toujours le poids, le carcan de ce socialisme étatique mélangé à des principes religieux. Merci Michel. Alors je me tourne une fois de plus vers vous, Thierry Coville, sur un plan purement économique. Est-ce qu'il y aurait des effets pervers à ces sanctions? Alors pervers pour l'Occident, mais bénéfiques pour l'Iran. On sait que sous la contrainte, bien souvent, on se découvre des ressources ignorées. Est-ce que les sanctions ont poussé l'Iran à se tourner vers d'autres moteurs de croissance que le gaz ou le pétrole? Oui, tout à fait. C'est un effet paradoxal des sanctions. C'est comme vous l'avez dit, les chiffres sont clairs. D'ailleurs, le gouvernement iranien l'a dit, les sanctions ont diminué par 2 les recettes pétrolières exportation. Et on constate depuis 4 ans, ce dont personne ne parle beaucoup, c'est un essor des exportations non pétrolières de l'Iran, parce qu'il y a le sentiment que, effectivement, on est très dépendant du pétrole. Donc, les exportations non pétrolières de l'Iran atteignent maintenant près de 40 milliards de dollars. Et l'Iran exporte de plus dans la région. Alors, ils exportent évidemment de la pétrochimie qui est liée au pétrole, mais aussi des produits industriels, des produits agricoles. Donc, on a une certaine diversification des exportations de l'Iran. Et également, il y a une réflexion en Iran
qui est pour développer d'autres sources de recettes budgétaires que le pétrole, qui correspond à peu près à 55% des recettes budgétaires, donc de créer un véritable système fiscal. Donc un effet paradoxal des sanctions, et je dirais même bénéfique pour l'économie iranienne, c'est de faire réfléchir aux dangers de la dépendance pétrolière. Le mot de la fin, Michel Taubman, les sanctions économiques, ça reste un levier efficace vis-à-vis du programme nucléaire iranien? Écoutez, oui, évidemment, mais ce n'est pas le seul. Et il n'y a pas que les sanctions économiques qui peuvent faire plier le régime, car je crois que le régime, il faut le rappeler, n'a pas pour finalité le bien-être de sa population. Les sanctions sont efficaces quand elles frappent, par exemple, les avoirs des dirigeants iraniens à l'étranger. Elles le sont moins quand elles frappent la population. Un dernier mot à ce sujet qui démontre la faillite de ce régime, c'est que lorsqu'on a un des effets des sanctions, ça a été la pénurie d'essence. Et on a vu à la télé, oui, on a vu les téléspectateurs français, israéliens ou autres ont pu voir à la télé des Iraniens faisant la queue devant les pompes à essence, alors que, on l'a dit, ce pays est un des principaux pays producteurs de pétrole. Pourquoi alors n'ont-ils pas d'essence? Tout simplement parce que l'argent du pétrole n'est pas réinvesti dans l'économie et que les raffineries qui existaient du temps du Shah, il y a 30 ans, n'ont pas été entretenues depuis. Donc c'est ce paradoxe iranien, cette rente pétrolière qui n'est pas réinvestie dans l'économie, et qui est investi dans les fondations religieuses. C'est ça le problème iranien, il est avant tout politique. Merci Michel Taubman et merci à tous les deux pour toutes ces explications. On aura sans doute l'occasion de vous retrouver pour suivre les évolutions du dossier iranien. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain et l'info continue sur i24 News. Restez avec nous.